Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré aux obligations. Nous allons aborder aujourd'hui quelques notions essentielles afin de mieux comprendre effectivement les obligations, leur fonctionnement, le vocabulaire associé et être en mesure ensuite de calculer les différents types de rendements pour pouvoir comparer les obligations entre elles. Le sommaire de cette présentation va s'articuler en fait autour de 4 thématiques. La première, c'est effectivement qu'est-ce qu'une obligation. Ensuite, nous verrons les différents types d'obligations. À savoir que investir sur des obligations n'est pas complètement sans risque, donc nous aborderons les différents risques liés à l'investissement sur cette classe d'actifs. Et ensuite, nous terminerons donc par la manière d'évaluer les obligations avec le prisme du rendement. Alors, qu'est-ce qu'une obligation ? De manière assez simple, c'est un morceau de dette qui est émis soit par une entreprise, une collectivité territoriale ou un État. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que lorsque l'une de ces entités a besoin de se financer, eh bien, les montants requis peuvent nécessiter l'intervention de différents créanciers, donc ça ne se limite pas effectivement à la banque. Et en l'occurrence, si vous décidez d'acheter une obligation, vous devenez l'un de ces créanciers, puisque vous détenez une partie de la dette de l'entité qui a effectivement émise des obligations. La contrepartie, c'est qu'en plus du capital qui vous sera restitué à l'échéance, eh bien, l'émetteur, qui dans le cas présent est le débiteur, donc s'engage à vous rémunérer périodiquement, que ce soit tous les ans, tous les trimestres, tous les semestres et plus rarement tous les mois, eh bien, il vous rémunère un certain taux d'intérêt, ce taux d'intérêt pouvant être fixe ou variable. Donc on a déjà vu pour le coup quelques noms, quelques caractéristiques des obligations. Donc l'émetteur, c'est effectivement l'entité qui vend l'obligation. Ce qu'il faut garder en tête également dans le vocabulaire associé, notamment la valeur nominale. On parle également de pair, ou le par en anglais, si vous regardez des sites anglo-saxons, et il correspond en fait au montant initial de l'obligation. Le coupon correspond au taux d'intérêt. En l'occurrence, c'est le pourcentage de rémunération qui est obtenu en échange du prêt. L'échéance, simplement la durée du prêt. Lorsque une obligation est dite au pair, c'est-à-dire que le prix de l'obligation sur le marché est égal à sa valeur nominale. De même, on peut avoir donc des obligations qui cotent au-dessous ou au-dessus du pair. Lorsqu'on est au-dessous, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que le prix de l'obligation est inférieur à sa valeur nominale, elle se paie donc avec un discount. A l'inverse, si le prix de l'obligation est supérieur à sa valeur nominale, elle se paie avec un premium. Ceci étant dit, nous allons donc voir maintenant les principaux types d'obligations. J'en ai déjà un petit peu parlé dès l'introduction, à savoir que les obligations peuvent être émises par différents types d'entités. Les plus connus, on va dire, majoritairement, vous aurez les obligations d'entreprise, on parle également de corporate, et ensuite des obligations d'État. Les obligations corporate, en fait, ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'une société a à sa disposition plusieurs leviers, effectivement, pour se financer. Une société qui est cotée en bourse, en l'occurrence, c'est le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc pour se financer, elle a différentes possibilités. La première, c'est simplement d'émettre des actions. Donc elle fait une augmentation de capital et elle crée des fonds propres. Une autre des possibilités, c'est celle qu'on connaît bien en tant que particulier, c'est de s'endetter en faisant simplement appel à sa banque. Et enfin, la troisième des possibilités, c'est d'émettre ces fameuses obligations. À ce moment-là, si l'entreprise décide effectivement d'opter pour cette solution, elle va placer des obligations auprès d'investisseurs sur ce qu'on appelle le marché primaire. Le marché primaire, c'est avant même la cotation de l'obligation sur le marché. Donc en fait, vous pouvez acheter directement en fait l'obligation lorsqu'elle est émise. Vous pouvez aussi bien évidemment attendre et l'acheter ensuite plus tard sur le marché proprement parler. Ce qu'il faut garder également en tête, ou ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une obligation d'entreprise, elle va vous rémunérer à la hauteur du risque qui est associé. À savoir, les émetteurs les plus solides vont rémunérer nettement moins que les sociétés les plus fragiles. Donc ça, c'est évidemment le bon vieux principe du couple rendement-risque. La deuxième grande catégorie des obligations sont les obligations d'État. On parle aussi de sovereign. En l'occurrence, les pays ont besoin de se financer pour leur investissement, pour les infrastructures, aussi pour refinancer le déficit, donc refinancer simplement les précédentes obligations. C'est un jeu, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des États ne remboursent jamais le capital. Elles ne font que rembourser les intérêts, donc on roule la dette. En fait, on la roule.
d'une échéance à l'autre, et en fonction, donc c'est émis sur le marché directement par France Trésor si on s'intéresse effectivement à ce qui se passe chez nous. Donc quelques exemples d'obligations d'État à 10 ans cette fois. Donc on a l'OAT pour la France, on a le Bund qui est la référence des obligations d'État sur la partie européenne d'une manière générale, et puisque c'est en Allemagne par contre en particulier, on a le BTP pour l'Italie, et si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe en Amérique du Nord, et notamment aux États-Unis, on a le T-Note 10. Donc il existe d'autres types d'émetteurs, mais on ne va pas s'intéresser vraiment à eux aujourd'hui. On a notamment les collectivités, les municipalités, donc c'est les municipals aux États-Unis. On peut investir effectivement, c'est comme si la mairie de Paris, lorsqu'elle émet des obligations, bien vous pourriez acheter des obligations pour financer les besoins de financement effectivement de la mairie, que ce soit de Paris ou de n'importe quelle autre ville de France. Ça fonctionne exactement de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand vous allez sur des sélecteurs d'obligations, en fait, souvent, on va vous demander sur quel type d'obligation vous voulez faire votre sélection, et on va vous demander de préciser également le type de coupon qui vous intéresse. Donc, en l'occurrence, les coupons, il y en a plusieurs catégories. On a les coupons lorsqu'ils sont à taux fixe. Donc, en fait, le montant du coupon et la périodicité de versement des intérêts sont fixés dès l'émission de l'obligation. Donc, vous savez que vous avez une rémunération qui va être constante de l'émission jusqu'à l'échéance, jusqu'à la maturité. Ensuite, on a les obligations à taux variable, plus subtiles. À ce moment-là, le montant du coupon va dépendre de l'évolution sur le marché de taux. En général, on prend un taux Euribor sur lequel on ajoute en fait une petite surcouche liée au risque, qui est un risque supplémentaire d'une société par rapport à un emprunt d'État. Donc là, vous allez avoir donc un taux qui effectivement va varier quasiment au jour le jour sur l'obligation que vous auriez achetée. Vous avez aussi dans le cas particulier notamment aux États-Unis, ils sont assez friands de ce genre de choses. Vous avez les obligations qui sont indexées sur l'inflation. Donc on parle de TIPS pour les obligations d'État américaines. C'est simplement pour Treasury Inflation Protected Securities. Donc un grand mot, simplement pour dire que ce sont des obligations d'État qui sont donc indexées sur l'inflation. Bien évidemment, avec ces dernières années, ce sont des types d'obligations qui ont particulièrement été prisées, liées au fait qu'elles prenaient en compte l'inflation et donc que leur rémunération était plus intéressante. Même si on verra tout à l'heure qu'il y a des petits bémols à cette phrase. Une autre possibilité, ce sont les obligations à coupon zéro. Alors ça, c'est pareil, on le voit essentiellement aux États-Unis. Ce qui se passe en fait, c'est que vous prenez une obligation sur laquelle il y a un coupon, et quelque part, vous séparez d'un côté l'obligation, c'est comme un démembrement en fait, vous séparez l'obligation, la cotation de l'obligation et la cotation du coupon. Donc vous vous retrouvez avec une obligation qui n'a pas de coupon, et elle donc génère absolument aucun intérêt. D'où pourquoi investir sur ce type d'obligation ? Simplement parce qu'elle se vend avec un gros discount par rapport à son prix, son montant de rachat, auquel il va être sa valeur nominale. Donc typiquement, si vous avez une obligation qui est émise dont la valeur nominale est de, on va dire, 100 €, eh bien peut-être que vous pourriez acheter ces obligations à 90. Donc vous savez que dans le laps de temps entre le moment où vous achetez votre obligation et le moment où elle vous sera remboursée, eh bien vous gagnerez ces fameux 10 € d'écart lié effectivement au fait que vous achetez une obligation qui est sous le par, donc inférieure effectivement à sa valeur nominale. Et enfin, pas plus anecdotique, mais on s'intéressera pas vraiment à cette catégorie aujourd'hui, ce sont les obligations convertibles. Donc là, comme leur nom l'indique, ce sont une dette d'entreprise qui peuvent être à ce moment-là honorées par une autre catégorie d'actifs, typiquement des actions. Donc vous pouvez avoir des obligations convertibles en actions, et à ce moment-là, vous allez vous retrouver in fine avec des actions de la société à un prix qui a été effectivement fixé au moment de l'émission de l'obligation en question. Une autre possibilité de classer les obligations, c'est par priorité de remboursement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les obligations ne sont pas logées, on va dire, à la même enseigne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cas d'une faillite, vous savez que les créanciers, eh bien, il y a un ordre qui est établi pour le paiement des différents créanciers. Donc, typiquement, on va dire l'État a tendance à prendre sa dîme le premier, et pour payer notamment tout ce qui est charges sociales, les salaires, ce genre de choses. Ensuite, vous avez le fisc qui passe là-dessus. Et ensuite, eh bien, le montant de la dette qui reste, eh bien, elle va être remboursée par ordre de priorité, et les obligations n'échappent pas à la règle. En l'occurrence, on distingue des obligations dites seniors, qui n'ont absolument rien à voir avec leur durée de validité. Ce sont simplement un terme qui précise que ce sont ces obligations-là qui seront remboursées en priorité.
Ensuite, vous avez des obligations dites subordonnées, ou que l'on parle également d'obligations juniors. Donc, les obligations seniors sont remboursées en premier, les obligations juniors sont remboursées ensuite. Et tout à la fin, là c'est pas précisé parce que c'est pas forcément une dette en tant que telle, mais les actionnaires que nous pouvons être de l'entreprise sont rémunérés en général l'an dernier. Traduction, vous n'êtes absolument rémunéré de rien du tout et vous avez perdu votre investissement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc une dette senior, plusieurs possibilités, elle peut être sécurisée ou non sécurisée. Donc la subtilité est simplement, lorsqu'elle est dite sécurisée, c'est-à-dire que la dette est subordonnée en fait à des garanties spécifiques qui vont sécuriser son remboursement. Donc on parle d'un adossement à un collatéral. Typiquement, vous êtes une entreprise industrielle, vous pourriez avoir besoin d'émettre une dette senior sécurisée pour acheter une nouvelle machine-outil. Étant donné que l'emprunt l'obligation en l'occurrence que vous aurez émise sert à acheter cette fameuse machine-outil, eh bien il y a bien un actif qui est adossé à l'émission de l'obligation en question. C'est ce qui fait qu'elle est sécurisée. Si simplement vous émettez une obligation pour payer les charges sociales, les salaires ou simplement vos besoins en papier, il est évident que ça va être compliqué pour les créanciers de récupérer cela en termes d'actifs. Donc c'est ce qui fait que ce sont des dettes qui ne sont pas sécurisées, donc dont le remboursement viendra en termes de priorité, viendra après ces fameuses obligations seniors sécurisées. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui est assez clair pour vous. Comme je vous le disais ensuite dans l'introduction, eh bien, investir dans des obligations n'est pas complètement sans risque. En fait, il y en a plusieurs, et le principal risque que l'on peut identifier, c'est le risque de défaut. Alors ça veut dire quoi un risque de défaut ? C'est tout simplement l'émetteur de l'obligation fait en gros faillite, ou n'a pas la possibilité de rembourser, et vous vous retrouvez avec des obligations qui ne valent plus rien. Fort heureusement, il existe des agences de notation, en l'occurrence il y en a 3 principales que vous connaissez, Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui vont évaluer les obligations émises par les entreprises et émises par les États et vont leur attribuer une note. En l'occurrence, plus la note est élevée, plus le rendement associé à cette obligation est faible. Logique. C'est toujours ce fameux couple rendement-risque. Et en l'occurrence, il y a plusieurs catégories. La catégorie la plus sûre, c'est ce qu'on appelle investment grade, donc c'est tout ce qui touche du AAA à Baa3 pour la notation Moody's, ou BBB- pour la notation de Standard & Poor's. Donc tout ce qui est entre AAA et BB-, eh bien vous pouvez considérer que ce sont des investissements qui sont normalement sans trop de risques. Et puis plus vous allez ensuite vers des notations inférieures, eh bien plus le risque est élevé, donc plus c'est d'un investissement spéculatif, donc on est dans le haut rendement, les high yield, dont le risque effectivement de défaut est plus élevé, donc la rémunération est également plus élevée. Le deuxième risque, c'est un risque taux. C'est là où régulièrement dans les chroniques hebdomadaires, ce que l'on explique, c'est la relation entre le prix d'une obligation et le taux de rendement. C'est le graphique pour le coup que vous voyez à gauche. Plus le rendement est élevé, plus le prix d'une obligation baisse. Donc typiquement, lorsque les banques centrales décident d'augmenter leur taux directeur, mécaniquement, ça veut dire que les bonds qu'elles possèdent dans leur bilan, en valeur, elles baissent, pour contrebalancer justement leur hausse de rendement. Donc en fait, par leur propre action, elles se retrouvent avec des niveaux de pertes latentes. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de la SVB Bank aux États-Unis, où à partir du moment où les épargnants ont commencé à retirer les sous, les dépôts, pour les mettre sur des produits qui étaient plus rémunérateurs, eh bien la banque a dû faire effectivement face à ses obligations et a dû vendre en fait une partie de son portefeuille obligataire avec de nettes moins-values. Et donc à un moment, vous vous retrouvez avec plus trop d'argent. Et c'est ce qui a provoqué effectivement la faillite de certains établissements américains. Donc le risque de taux, c'est l'un des gros risques effectivement qui est lié au fait de détenir des obligations, puisque vous l'aurez compris, pendant la durée de vie de votre obligation, si vous vous retrouvez à acheter avant une période de hausse des taux, eh bien le montant de votre investissement va mécaniquement baisser. A noter cependant, les obligations à 0 coupon, elles sont particulièrement sensibles à ce risque de taux. Traduction, si les taux augmentent, les obligations 0 coupon vont sous-performer les obligations dans leur ensemble, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas
de coupons associés. Donc il n'y a pas d'effet amortisseur lié au versement du coupon. A l'inverse, si vous considérez, ou si on peut considérer à l'heure actuelle que la hausse des taux sur les marchés européens et américains est terminée, à ce moment-là, investir dans des obligations à 0 coupon, ça a vraiment tout son intérêt parce que vous allez jouer en fait sur la hausse ou vraiment la plus-value générée ou générable en tout cas par l'investissement sur ces obligations qui va plus que contrebalancer le fait qu'il n'y a pas de coupon. Donc c'est vraiment ces obligations à 0 coupon, tout dépend dans quel environnement de taux on se trouve. Enfin, il y a trois autres risques qui sont un petit peu moins importants. Le risque de liquidité, le risque de change et le risque d'inflation. Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus, dans la mesure où le risque de liquidité, c'est comme une action, une small cap. Eh bien, il est évident que si vous voulez acheter énormément de titres, quelque part, c'est vous qui allez faire le marché. Il faut quand même qu'il y ait des vendeurs en face. Donc, c'est pareil sur les obligations. Si vous êtes le seul à acheter 10 000 obligations, ça va être compliqué d'avoir un prix d'exécution correct. Donc, l'une des manières de se prémunir contre ce risque-là, c'est de s'assurer d'investir sur des obligations qui sont liquides, sur lesquelles il y a un volume moyen de transactions suffisamment conséquent. Et puis, vous pouvez aussi regarder la fourchette achat-vente pour s'assurer que plus la fourchette est réduite, ça veut dire que plus il y a en fait, plus la liquidité est élevée. Le second risque, c'est un risque de change. Typiquement, à partir du moment où vous faites un investissement dans une devise qui est autre que l'euro, puisque c'est la devise qui nous concerne principalement, eh bien vous vous exposez au fait que la monnaie dans laquelle vous investissez se déprécie par rapport à l'euro. Typiquement, si on prend l'exemple de bons du trésor américain, si aujourd'hui les rendements des bons du trésor sont supérieurs à ceux qui peuvent être offerts par les différents pays européens, cela n'est pas complètement sans risque, puisque si vous avez un euro qui se met à surperformer par rapport au dollar, donc un dollar qui va baisser, eh bien le montant que vous allez pouvoir récupérer à terme sur vos bons du trésor, libellés eux en dollars, pourrait s'avérer inférieur à ce que vous aviez initialement investi, simplement lié à ce mécanisme de change. Enfin, le risque d'inflation, vous l'avez bien compris également, à partir du moment où on est dans un environnement inflationniste, votre portefeuille obligataire va subir en fait cette inflation au même titre que les autres revenus. Hein. C'est pas limité à cette classe d'actifs, c'est pareil pour des actions typiquement, mais sur des obligations notamment qui sont à longue durée, il est évident que si l'obligation vous verse du 4% par an et puis que vous avez une inflation à 6% par an, eh bien en réalité, vous compensez qu'une partie de l'inflation, mais vous appauvrirez quand même à terme, une fois que votre obligation vous sera effectivement remboursée. Maintenant, nous allons enchaîner avec le rendement d'une obligation. Et en réalité, plutôt que de parler de un rendement, il faut plutôt parler de plusieurs rendements, puisque tout dépend à quel type d'obligation on s'intéresse. Alors, pas de panique concernant les formules, ça reste quand même relativement simple. Alors, quand on parle d'obligation, en fait, il y a plusieurs types de rendements qu'il est important de prendre en considération. Il y a d'abord le rendement courant, et ensuite on a un rendement à échéance. En l'occurrence, le rendement courant, c'est très facile, c'est simplement le rapport entre le coupon annuel qui vous est versé et le prix de l'obligation. Donc ça, c'est simple. Typiquement, exemple, vous avez une obligation qui cote 98, le coupon est de 3,8%, à ce moment-là, le rendement courant, eh bien, c'est 3,8% divisé par 98, qui est le cours auquel vous pouvez acheter votre obligation. Donc vous allez retrouver avec un rendement courant de 3,87%. Donc typiquement, quand on disait au début, lorsqu'une obligation cote sous le PR, eh bien, vous avez un rendement qui est plus élevé que le rendement facial de l'obligation lorsqu'elle a été émise. Jusque-là, ça va bien. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, eh bien malheureusement, ça ne nous permet pas de comparer les différentes obligations entre elles, puisque chaque obligation va avoir des caractéristiques différentes. Si on reste juste simplement dans le cadre des obligations qui ont un rendement fixe, mais simplement on a des échéances qui, elles, sont différentes, et donc il faut prendre en compte effectivement ces différentes échéances. Le rendement actuariel d'une obligation à 0 coupon, dans le cas qui nous intéresse, on va prendre en compte effectivement le prix de l'obligation à l'échéance.
Donc pour une obligation zéro coupon, c'est assez facile, puisque étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt qui est versé, là si on prend l'exemple d'une obligation qui aurait une échéance à 1 an avec un prix de 98 €, vous allez vous retrouver avec un rendement actuariel de 2,04%, qui correspond en fait à l'écart de cours entre 98 et 100 € qui est le prix de remboursement de votre obligation. Lorsque on regarde votre investissement avec un coupon qui lui est réinvesti, à ce moment-là, c'est la formule qui est à utiliser, c'est la formule des intérêts composés. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, ces fameux intérêts composés. Ça veut dire qu'au lieu de toucher année après année le montant de votre coupon, eh bien votre coupon est réinvesti et produit lui-même des intérêts. Typiquement, si vous voyez la formule, la manière dont elle se calcule, eh bien, une obligation de 100 € qui verserait un coupon annuel de 4%, eh bien, la valeur de votre investissement dans un an, c'est 100 plus 4, donc ça fait 104, c'est assez facile. Par contre, au bout de 5 ans, eh bien, vous allez vous retrouver avec 121,66 € et au bout de 10 ans avec 148,02 €. Donc ça vous permet, avant même de faire votre investissement, vous savez combien vous allez récupérer effectivement à l'échéance. Le rendement, lui, il reste de 4%, mais simplement, effectivement, ça va vous permettre d'avoir une idée plus que précise, pour le coup, du montant qui vous sera remboursé par l'émetteur de l'obligation à l'échéance. Maintenant, un peu plus compliqué, et on va conclure effectivement là-dessus, c'est comment calculer le rendement actuariel d'une obligation qui, elle, verse un coupon. Alors, là, il y a en fait deux étapes de calcul. La première étape consiste à calculer le rendement du coupon. Donc le rendement courant, on l'a vu tout à l'heure, simplement le coupon divisé par le cours de bourse. Donc vous vous rappelez, on avait vu dans l'exemple précédent une obligation qui cote 98 €. Le prix de remboursement là va être fixé à 100 €, un coupon de 4%. Donc vous avez un rendement courant donc de 4 divisé par 98. Donc 4% le coupon divisé par 98, c'est le cours de l'obligation à l'instant T, multiplié par 100. Donc vous avez un rendement courant de 4,08%. Ensuite, subtilité, si le cours de l'obligation est supérieur à 100% ou si le cours de l'obligation est inférieur en fait à sa valeur nominale, eh bien il y a une petite différence de signe, mais au final on s'y retrouve et c'est plutôt rassurant. Vous prenez la différence de cours effectivement avec l'échéance qui divisé par l'échéance résiduelle, donc là, le nombre d'années qui reste effectivement à courir. Donc si on reprend notre exemple, le rendement actuariel que l'on a, eh bien c'est le rendement courant, donc là 4,08%, auquel on ajoute l'écart entre le cours de remboursement et le cours coté, donc 100 moins 98, divisé par le nombre d'années qui reste à courir, 5 ans, et vous vous retrouvez avec 4,48%. Et ce fameux rendement actuariel, qui est appelé également Yield to Maturity en anglais, qui va vous permettre effectivement de comparer les obligations entre elles, puisque ce rendement actuariel prend en compte non seulement le montant du coupon, mais également la durée, la maturité qui reste encore à courir. Donc en fait, ça permet de lisser ces deux critères importants pour l'évaluation des obligations, et donc vous allez pouvoir comparer typiquement une obligation qui sera à 6 mois avec une obligation à 20 ans, exactement de la même manière. A l'inverse, simplement, pour conclure sur cet exemple-là, si l'obligation avait coté non pas 98 mais 102, eh bien le rendement actuariel aurait été de 3,52%. Ce qu'il faut retenir, à peu près de toute cette présentation, c'est que les obligations sont d'abord assimilables à une dette. Elles sont essentiellement émises par des États ou des sociétés cotées. Le prix des obligations évolue en sens opposé des rendements. Le prix encore de ces obligations est sensible essentiellement au taux d'intérêt. Le niveau du coupon va dépendre de la qualité de l'émetteur, suivant le bon vieux principe du rendement risque, donc plus le risque est élevé, meilleure est la rémunération. De même que la qualité de la signature est évaluée par des agences de notation. Et enfin, le rendement actuariel permet de comparer les obligations entre elles. Dans un prochain webinaire, nous verrons très concrètement comment on peut investir sur les obligations, que ce soit en direct, soit par le biais de différents ETF. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message directement à Zone Bourse ou sur mon adresse mail ysanker@zonebourse.com. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.